Donc, maintenant, on reprend. Donc, maintenant, on va entamer un nouveau chapitre, des nouvelles concepts, donc, sur les courbes de RN. Alors, qui est l'objet, en fait, de ce module-là. Donc, il s'agit de faire les études, donc, concernant les courbes et les surfaces en particulier. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont juste des rappels qui nous permettra en fait de faciliter énormément les démonstrations par la suite qu'on va rencontrer lors de notre étude de, des courbes et des surfaces. Donc, chapitre 2, en courbe de Rn. Alors, sachant que les courbes de Rn, de façon générale, ce sont des applications qui sont définies par deux éléments. Le premier élément, c'est un intervalle de R. Et le deuxième élément, ce sont des applications qui sont définies de I à valeur dans Rn. Avec I, donc c'est un intervalle de R. Et qui à chaque T, on fait associer F de T qui est défini par des applications coordonnées, donc de F1 jusqu'à Fn. Alors, notre étude dans ce chapitre, on va se concentrer très particulièrement aux courbes plane. Donc, lorsqu'il s'agit de courbes planes, ça veut dire que n est égal à r, à 2. Ça veut dire que ce sont des courbes qui sont définies, mais les applications associées, ce sont des applications qui sont définies de i à valeur dans R2. Et aussi, on aura aussi l'occasion de voir des courbes dans l'espace. Alors, ce sont des courbes qui sont définies de R ou bien de I dans R à valeur dans R3. Donc, pour n est égal à 3. Alors, voilà, c'est une première introduction. Pour cela, on peut écrire une petite introduction pour introduire notre chapitre. Donc, dans ce chapitre, alors, nous nous intéressons à l'étude des courbes plongées dans R2, dans Rn. De façon générale, plongée dans Rn. Nous étudions plus particulièrement, plus particulièrement les courbes planes pour n est égal à 2 et les courbes gauches, ou bien les courbes de l'espace, pour n est égal à 3. Bien évidemment, comme tout autre euh, chapitre, donc il y a des éléments préliminaires sur lesquels on va se baser pour traiter aussi ce chapitre. Alors, je vais commencer par une première paragraphe ou bien section, donc que j'ai appelé préliminaire. Alors, c'est juste, ce sont des rappels qui sont liés au produit scalaire parce que nous en fait, toutes nos définitions par la suite sont, euh,
seront basés sur des espaces, sur l'espace Rn, qui est considéré muni de l'addition, de la multiplication et aussi d'un produit scalaire, d'un produit vectoriel, le produit mixte. Alors, c'est des normes. Donc, comme il s'agit des espaces, de l'espace normal, euh, de, de l'espace vectoriel normal, donc Rn. Donc, c'est pour cela on aura besoin de rappeler surtout des notions liées au produit scalaire, comme si un espace, vous avez un espace qui est euclidien. Donc, voilà une première paragraphe. Ce sont des rappels qui seront liés au produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte, comme je viens de vous expliquer. Alors, l'ensemble Rn est considéré muni de l'addition et de la multiplication normale, muni de l'addition et de la multiplication par un nombre réel. Comme on dit, alors, pour x est égal x1 jusqu'à xn, y est égal y1 jusqu'à yn, appartient à Rn, et lambda appartient à R, on définit x plus y est égal x1 plus y1, x2 plus y2, et ainsi de suite jusqu'à xn plus yn. Donc, c'est la somme de deux vecteurs. Et la multiplication aussi d'un vecteur par un scalaire qui est lambda de x donne lambda x1, lambda x2 jusqu'à lambda xn. Alors, on considère le produit scalaire standard défini sur un Rn par le produit scalaire suivant. Le produit scalaire euclidien, on considère le produit scalaire standard défini sur Rn par xy est égal x1 y1 plus xn yn. Alors, qu'on note aussi par, donc vous avez deux notations,
du produit scalaire, que ce soit cette notation ou bien par tout simplement x point y pour dire que c'est un produit scalaire. Ainsi, donc on va écrire en fait la norme du produit scalaire. La norme associée à ce produit scalaire et la distance sera donnée de la façon suivante, ainsi que la norme et la distance induite par ce produit scalaire qui est donné par la norme de x est égale racine carrée du produit scalaire de x. La distance xy entre les deux vecteurs xy, c'est la norme de y moins x. Non, on a aussi le produit scalaire, il est défini d'une autre façon. Alors, il s'agit de produit scalaire entre de x, y. C'est exactement la norme de x fois la norme de y. Cosinus, c'est avec θ, c'est l'angle entre les deux vecteurs x, y. Donc, on a aussi x, y est défini en utilisant la notion de la norme de x fois la norme de y, cosinus θ. Avec θ, bon, ici c'est la guerre. Avec θ et l'angle que fait le vecteur x avec le vecteur y entre les vecteurs x, y. Alors, d'où, en fait, si x, y, en produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que le cosinus de θ est égal à 0, ça veut dire que l'angle θ est égal à pi sur 2, ça veut dire que x et y, ce sont deux vecteurs qui sont perpendiculaires, ça veut dire x est perpendiculaire à y. Donc, d'où x, y est égal à 0, revient à dire équivalent à x est perpendiculaire à y. On peut calculer la différentielle de produit scalaire x, y. Alors, si x et y, deux fonctions qui sont différenciables de la variable t, alors on peut calculer la dérivée par rapport au produit scalaire de la façon suivante. Alors, si x et y sont des fonctions différenciables,
la variable t. Alors, x, y' est égal à la dérivée par rapport à t de x, y. Alors, c'est comme le produit de deux fonctions, c'est x', y, produit de deux fonctions, la dérivée du produit de deux fonctions. Donc, c'est x', y plus x, y'. Ou bien sûr, x', c'est la dérivée des éléments, donc de chaque élément de chaque fonction coordonnée de x. X', c'est la dérivée, pardon, entre parenthèses, c'est la dérivée de x'1, de x1, dérivée de x2 jusqu'à la dernière composante qui est xn'. Pour toute x appartient à Rn. Alors, maintenant, si la norme de x est égale à une constante de façon générale, en particulier si c'est un vecteur unitaire, ça veut dire que la norme de x est égale à 1. En passant par la dérivée, on trouve que x et x', leur produit scalaire est égal à 0. Ça veut dire que x et x', ce sont deux fonctions qui sont perpendiculaires. En d'autres termes, la fonction x et la fonction x', sa dérivée sont perpendiculaires. Alors, on remarque, on remarquera que si x est un vecteur unitaire, par dérivation de la norme de x au carré, nous avons x, x est égal à 1. Pardon, c'est par la dérivation de la norme de x au carré qui est égale à 1, on obtient ce qui suit. X égale 0. Les vecteurs x', sont alors perpendiculaires. On va appeler aussi la définition du produit vectoriel pour deux vecteurs x. Donc, on va prendre le produit vectoriel plus particulièrement dans F3. Pour x est égal à x1, x2, x3, y est égal à y1, y2, y3 de la base canonique E1, E2, E3, de R3. Alors, on rappelle
la définition du produit vectoriel dans R3 pour X est égal X1, X2, X3. Y est égal Y1, Y2, Y3. De la base canonique, la base canonique, E1, E2, de R3. On a X vectoriel Y est égal X2, X3, Y2, Y3. E1 moins, donc le déterminant de X1, X3, Y1, Y3, pardon, E2, plus X1, X2 comme en déterminant, Y1, Y2, E3. Alors, il s'ensuit que le produit vectoriel sera écrit de la façon suivante. Regardez. Alors, il s'ensuit que le produit vectoriel X vectoriel Y sera écrit de cette façon-là. Donc, c'est X2, Y3 moins X3, Y2. Alors, deuxième élément, c'est X1, Y3, X3. Ici, c'est moins. Je vais inverser quand même le rôle. Ce qu'il s'agit d'un moins. Alors, il sera X3, Y1 moins X1, Y3. Alors, pour la troisième composante, vous avez X1, Y2, X2, Y1. Alors, pour le produit scalaire, on obtient un scalaire, mais pour le produit vectoriel, on obtient un vecteur. Maintenant, si X, Y, ce sont deux fonctions qui sont différenciables avec la variable, par rapport à la variabilité, ça veut dire deux paramétrisations, X, Y. Le produit vectoriel, lorsqu'il s'agit donc on peut dériver le produit vectoriel, ça veut dire le produit vectoriel est une fonction aussi qui est dérivable, et on obtient la dérivée, sa dérivée de cette façon-là. Regardez. Alors, si X vectoriel Y est égal X2, Y3, pardon, je veux dire, si X, Y sont des fonctions, sont des fonctions différenciables, de la variable t, ok. Alors X vectoriel Y prime
égale la dérivée par rapport à t de x vectoriel y est égal x prime vectoriel y plus x vectoriel y prime. Il y a des occasions où on peut utiliser même le produit mix et il y a des propriétés aussi de plus qu'on peut utiliser pour le produit vectoriel, même le produit scalaire. Donc, je vais les rappeler tout de suite. Les propriétés suivantes du produit vectoriel, du produit vectoriel pour x, y, z, t, des vecteurs de R3 et lambda mi, pardon, lambda mi, lambda mu, des scalaires. Non, des scalaires. Non, 1. Nous avons x vectoriel y est égal moins y vectoriel x. Donc, le produit vectoriel, il est antisymétrique. Donc, 2. Nous avons la linéarité du produit vectoriel, mais à gauche. Lambda, ça se calcule de la façon suivante. Donc, lambda de x plus mi, mu y, scalaire z, alors sera écrite lambda x vectoriel z plus mu y vectoriel z. Point. Alors, si x vectoriel y est égal 0, alors ça veut dire, c'est équivalent à dire que x, y sont linéairement indépendants. Donc, x vectoriel y est égal 0 si et seulement si x, y sont linéairement indépendants. Quatrième propriété. Alors, euh, donc ici, on va avoir le produit mix. Vous avez x vectoriel y scalaire z. C'est exactement x scalaire, pardon, y vectoriel z. C'est aussi le déterminant. Donc, on peut écrire aussi le déterminant de x, y, z. Cinquième propriété. On a toujours x vectoriel y scalaire x est égal 0.
Et nous avons aussi x vectoriel y scalaire y est égal à 0. Le produit mixte, x vectoriel y scalaire z vectoriel t, c'est égal à x scalaire z, y scalaire z, x scalaire t, y scalaire t. 7. Nous avons x vectoriel y vectoriel z est égal à x scalaire z fois y moins x scalaire y z. Huitième et dernière propriété, la norme du produit vectoriel x, y au carré, c'est la norme de x au carré, norme de y au carré, moins x, y au carré, x scalaire y, le tout au carré. Voilà donc tout ce qui concerne les rappels en fait concernant le produit scalaire. Le deuxième rappel, je vais quand même considérer les courbes paramétriques parce que normalement, vous avez eu l'occasion d'étudier en quelque sorte les courbes paramétriques. Je ne sais pas en analyse, je sais pas quelle analyse, mais durant votre première, deuxième année, donc, il y avait des courbes, la géométrie des courbes planes. Alors, c'est pour cela, donc, je vais considérer comme, quand même cette partie comme préliminaire. Donc, il s'agit des courbes paramétrées. Donc, de un, 2, courbes paramétrées. Alors, d'une façon générale, c'est quoi une courbe? J'ai essayé d'expliquer lors de notre séance en présentiel. Alors, vous vous rappelez ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous vous souvenez de la personnalisation que j'ai faisais. Alors, en passant d'un point à un autre point, j'ai exprimé d'une façon générale comment on voit la courbe comme étant un point qui permet de se déplacer, évoluer au cours du temps. Ça veut dire quand je me déplace sur un trajet, je crée une courbe qui évolue au cours du temps. D'accord? Donc, c'est pour cela on peut décrire une courbe paramétrée par rapport en utilisant une seule paramètre. Et ceci revient à considérer une application gamma de i à un intervalle de r à valeur dans Rn et qui permet de tracer, en fait, d'utiliser, de parcourir le i et, euh,
et à un point gamma de t qui parcourt la courbe, c'est un point de gamma de t, ça veut dire que c'est c'est le point défini par le fait, la considération d'une telle courbe, donc à l'instant t. D'une façon générale, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, alors une courbe paramétrique, c'est une courbe qui permet de faire une liaison entre un intervalle i de r et qui permet de donner une courbe, un point d'une courbe. Alors, dans le repère, dans l'espace, euh, qui a les coordonnées x, y, z. Et ces coordonnées-là, elles sont aussi liées à la paramétrisation, au paramètre t. Ça veut dire que si vous avez un intervalle i, donc on peut avoir cette liaison entre r, l'intervalle qui est dans r, mais la liaison sera donnée, donc à chaque point, à chaque instant t, on obtient un point sur la courbe qui est de coordonnées x, y, z. Alors, s'il s'agit d'une courbe plane, donc nous avons juste les coordonnées x, y, mais s'il s'agit d'une courbe qui est dans l'espace, donc on retrouve les trois coordonnées x, y, z. D'accord? Et on verra dans un exemple, dans une illustration, dans une figure, donc la courbe dont je vous ai parlé. Alors, je vais écrire la chose suivante, regardez. Alors, pour décrire un petit peu la situation, donc intuitivement, nous avons une courbe dans l'espace de dimension n est un objet qui peut être décrit par un point qui évolue au cours du temps. Donc, intuitivement, une courbe dans l'espace de dimension n est un objet qui peut être décrit par un point qui évolue au cours du temps. Donc, on a en présentiel, donc vous pouvez avoir quelqu'un qui marche le long d'un chemin. Donc, on peut avoir, alors, donc, il crie des points en marchant, il crie du point qui ont leurs coordonnées X, Y, Z. Alors, s'il s'agit d'une étude par rapport à l'espace. Alors que donc, ce déplacement, il est fait au cours du temps. Ça veut dire vous avez un paramètre, un autre paramètre, qui est le paramètre T, alors qui peut être considéré comme le seul paramètre donc, qui lie l'espace-temps, qui est l'espace dans R, à notre espace donc, concret, donc qui est la courbe définie dans son repère X, Y, Z, donc dans R2 ou bien R3, selon l'étude, non, selon la courbe, la nature de la courbe paramétrique qu'on veut étudier. Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, si oui, donc dites-moi si. Oui, il y avait déjà une remarque, X, Y sont lisses, donc tout dépend. Donc, ces remarques, elles dépendent de la dernière paragraphe étudié. Oui, tout à fait. Elles sont liées lorsque le produit vectoriel est différent de ça. Alors, concernant
Ma question par rapport aux courbes paramétrées, merci de me dire si vous avez compris le principe des courbes. Ça veut dire, vous devez savoir que les courbes sont, voilà, ils permettent quand même de faire une liaison entre un espace-temps, qui est un espace dans R, alors une paramétrisation, c'est un exemple, et un point, une courbe qui est tracée dans l'espace. Ça veut dire chaque point de la courbe, alors, est un point qui est paramétré par le même paramètre qui varie dans R, dans l'intervalle considéré au départ. Si vous avez compris, dites-moi oui, sinon, sur le chat, sinon, euh, vous pouvez me poser la question qui permet en fait d'expliquer mieux. Vous avez arrivé à faire la liaison entre donc l'intérêt de l'étude des groupes. J'insiste dedans parce que c'est intéressant de comprendre euh, de quoi il s'agit avant de passer à autre chose. Vous imaginez la chose. Donc, vous avez quelqu'un qui parcourt un chemin et ça veut dire à chaque pas qu'il faisait, donc il crée un point qui a les coordonnées X, Y, Z. Mais ce déplacement-là, donc, il est au cours du temps. Ça veut dire que vous avez un troisième ou un quatrième paramètre qui permet en fait de faire la liaison entre l'espace R du temps et l'espace de la courbe. D'une façon générale, lorsqu'il s'agit d'un intervalle I de R, l'application qui lie l'intervalle qui varie en fait, qui prend ses valeurs dans l'intervalle et qui donne des valeurs dans l'espace R2 ou bien R3, c'est une application considérée pour démontrer, pour avoir la paramétrisation ou bien les coupes paramétrées. Voilà, vous m'avez dit oui, donc je vais continuer. Autrement dit, donc, il suffit d'un paramètre, pour le décrire. Alors, en général, c'est le paramètre le temps. En général, mais parfois, on peut avoir un autre paramètre autre que le temps. Alors, on dit pour un tel objet, c'est un objet unidimensionnel. Euh, pour la notion de variété, donc pour faire la liaison avec en fait, la géométrie différentielle d'une façon générale, alors, les courbes, ce sont des variétés d'ordre 1. Voilà, donc pour, on dit pour un tel objet, il est unidimensionnel.
Alors, le fait d'avoir cette description de, d'un objet ou bien la courbe donc, comme étant avec une paramètre qui évolue, évolue au cours du temps, ça permet quand même de définir, de considérer une application de I inclus dans R à valeur dans Rn. Donc, le fait de décrire le temps, pardon, bon, je suis désolée, donc le fait de décrire, c'est pas le temps, de décrire une courbe par un paramètre qui évolue revient à considérer une application gamma de I inclus dans R avant dans Rn. Le fait de décrire une courbe par un paramètre qui évolue revient à considérer une application gamma de I inclus dans R à valeur dans Rn. Que le paramètre T parcourt l'intervalle I, le point gamma de T parcourt la courbe. Quand le paramètre T parcourt l'intervalle intervalle I, le point gamma de T parcourt, parcourt la courbe. Une puis l'application gamma est une courbe paramétrique. Alors, l'application gamma est appelée une courbe paramétrique. Une telle application gamma est une courbe paramétrique. Donc, dans ce chapitre, donc, on va se concentrer sur l'étude des courbes paramétrées de R2 et de R3. Donc, on se concentre ici sur l'étude des courbes
paramétré de R carré et de R trop. Alors, une courbe paramétrée dans Rn est une application gamma définie de i à valeur dans Rn qui à chaque t, on fait associer gamma 1 de t, gamma jusqu'à gamma n de t. Ça veut dire que gamma de t, il a des applications coordonnées. Alors, OI, c'est un intervalle de R et les composantes gamma de I, ce sont des composantes qui sont des fonctions continues. D'accord? L'ensemble des points de Rn, donc, qui vérifie gamma de T, donc voilà, donc appeler la trace ou l'image de gamma. Ça veut dire que l'image que vous voyez dans l'espace, c'est l'ensemble des points gamma de T, donc de paramètres avec le paramètre T, donc varie dans I. Voilà, et on écrit la définition. Alors, définition, une courbe paramétrique dans Rn est une application gamma définie de I à valeur dans Rn et qui à chaque t, on fait associer les applications coordonnées gamma de t jusqu'à gamma n de t, où I est un intervalle de R et les composantes sont continues. Les composantes, ça veut dire les coordonnées de gamma ou bien les gamma I sont des fonctions continues. Les composantes gamma I sont des fonctions continues. Des fonctions continues sur I. Sur I, bien sûr. Alors, la trace de la courbe ou bien l'image gamma, elle est donnée par l'ensemble suivant. Donc, l'ensemble des points de Rn vérifiant l'ensemble suivant. L'ensemble des points, l'ensemble des points de Rn vérifiant c'est l'ensemble de gamma t, du point gamma t, pour t appartient à I, est appelé la trace ou l'image, l'image de gamma.
Dans la suite, on considère la restriction d'une courbe de la façon suivante. Donc, cette restriction-là. Donc, dans la suite, on considérera la restriction d'une courbe gamma AB, la valeur dans Rn. Ici, n est égal à 2. On dit que la courbe est plane. Et je vais vous montrer une illustration à cette occasion. Donc, je vais arrêter ce partage et je vais prendre le partage suivant. Regardez. Vous allez avoir le partage. Oui, madame. Alors, comme je viens de vous expliquer, donc, vous revenez en fait à la première paragraphe. Alors, autrement dit, vous avez donc les courbes de l'espace. Donc, voici une courbe dans l'espace. Elle est représentée. Elle Il est, est très petit. Vous pouvez agrandir? oui, maintenant, c'est clair. Oui, c'est bien. C'est bien. Alors, dans l'espace, vous avez cette courbe-là, d'accord? Chaque point de la courbe représente gamma de t. Et ce t-là, c'est la paramétrisation, c'est la variable qui varie, qui prend ses valeurs entre A et B dans l'intervalle R, dans l'intervalle I de R. Donc, la liaison qui fait à chaque t, on fait associer un point de la courbe gamma de t. C'est ce qu'on appelle en fait la paramétrisation ou bien la courbe paramétrique, une courbe paramétrique. D'accord? Donc, vous avez une courbe et cette courbe-là, en chaque point est représenté par gamma de t, donc un point en fait paramétré par une paramétrisation, par un paramètre. Alors, ce paramètre, c'est une paramètre de temps, généralement. Ça veut dire que l'évolution de la courbe, ça se fait donc, au cours du temps. Alors, c'est là qu'on définit une courbe paramétrique. Alors, est-ce que vous avez compris? J'attends vos réponses dans le chat. Oui, bien compris. D'accord? Il y a Oui, des madame. questions par rapport à ça. Voilà. Donc, je donnerai quelques exemples pour pouvoir comprendre mieux. Des exemples qui sont en liaison avec voilà, notre vie quotidienne parfois. Alors, le premier exemple, il s'agit l'exemple d'un parcours qu'on peut faire avec, entre les deux villes, X et Y. Alors, il est différent d'avoir un parcours en utilisant un trajet, donc en utilisant la voiture, et différent de prendre, par exemple, le parcours avec un vélo. Donc, cela nous permet quand même de définir deux paramétrisations qui sont différentes.
et sont les suivantes. Regardez. Exemple, donc nous avons, prenons une route allant de la ville X à la ville Y et modélisons, donc il s'agit de la modélisation, modélisons-la par, donc modélisons la route, donc, le processus par une courbe gamma, une courbe gamma. Alors, si quelqu'un parmi vous prenne sa voiture, alors il va prendre donc la distance entre le temps qui va en fait passer pour aller de X à Y, de la ville X à la ville Y. Donc, il sera à 45 minutes, par exemple. Alors, donc, prenons maintenant une voiture qui part de la ville X à l'instant t égale 0 et arrive à la ville Y à l'instant t est égal à 45. Prenons maintenant une voiture qui part de la ville X à un instant t est égal à 0 et arrive à la ville Y à un instant t est égal à 45 minutes. Alors, comment peut-on modéliser, à votre avis, ce trajet? Modéliser ce trajet, ça veut dire que vous devez définir l'intervalle où votre courbe varie. Alors, on va utiliser quel intervalle? On va avoir des réponses? Votre trajet, le trajet donc, si quelqu'un parmi vous prend sa voiture, elle part de la ville X à l'instant T, elle arrive à la ville Y à l'instant T est égal à 45. D'après tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, si vous voulez modéliser ce trajet, vous pouvez faire quoi? En utilisant une courbe paramétrique. Alors, pas grave, donc je vais quand même. Madame, Oui, on va travailler sur l'intervalle du temps 0,45 minutes. oui, exactement. Donc, le trajet sera modélisé par gamma. Ça veut dire,
Quoi modéliser? Ça veut dire que je veux que vous puissiez définir le gamma. C'est quoi ce gamma? Gamma, il est défini de quoi vers quoi? Alors, on a dit que on prend les valeurs de t. Le paramètre qu'on va prendre, c'est le paramètre du temps. D'accord? Et le temps varie entre 0 et 45. Ça veut dire que votre intervalle est l'intervalle 0,45. Et à chaque point, à chaque instant t, nous avons une position gamma de t. C'est ça la modélisation. Ça veut dire en chaque point t, à l'instant t, la voiture sera positionnée dans un point gamma de t. C'est ça, la modélisation demandée. Donc le trajet de cette voiture est naturellement modélisé par la courbe gamma, la courbe paramétrique gamma définie de 0,45 à valeur euh, dans une courbe. Alors, je vais quand même dire qu'ici, je vais associer à notre intervalle un ensemble C, un tracé. Ça veut dire que, rappelez-vous que les tracés, d'après la définition, alors les points gamma de t, avec t varié entre 0 et 45, permet d'avoir l'image ou le tracé de la courbe. Donc C, il est inclus dans quoi? Dans R3. Donc là, en voiture, donc on est dans l'espace euclidien, qui a à chaque, qui à chaque instant t donne la position de la voiture, la position gamma de t de la voiture. Alors, quand on prend par exemple un vélo, bien évidemment, le vélo va prendre beaucoup de temps, beaucoup plus de temps qu'une voiture. Alors, on va considérer que par vélo, donc on peut arriver à la ville Y en allant de la ville X à l'instant t est égal à 0, mais on peut arriver à la ville Y à l'instant t est égal à 180 minutes. Maintenant, en fait, on aura une autre paramétrisation qui est différente de la première. D'accord? Donc, je vais écrire ça. Prenons maintenant un vélo qui va parcourir ce même trajet, mais en mettant bien entendu un peu plus de temps, par exemple 180 minutes. Mais en mettant, oui, je vois une remarque.
Alors, vers R2, le trajet dans un plan, ou bien R3, le trajet dans un espace de R3. Oui, tout à fait. Alors, en mettant, je reviens à notre exemple. Donc, prenons maintenant un vélo qui va parcourir ce même trajet, mais en mettant, bien entendu, bien entendu, euh, un peu plus de temps. Plus de temps, par exemple, 180 minutes. Cela me permet de définir une autre paramétrisation, bien une autre courbe paramétrée, une autre paramétrisation, gamma tilde, donc qui va de 0 à 180, donc à valeur dans C, l'ensemble des points gamma tilde, avec T variant 0 à 180, donc qui permet d'obtenir le tracé de gamma tilde, différent de, qui est différent de gamma. Alors, vous voyez dans un premier temps que pour un même tracé, on peut avoir deux, deux paramétrisations donc qui sont différentes. Alors, qui est différent de gamma, mais qui a exactement le même tracé, qui a exactement le même tracé, le même tracé, c'est. Voilà, j'espère que vous avez arrivé quand même à modéliser, à comprendre la modélisation que je viens de vous faire. Alors, pour comprendre quand même la liaison entre l'espace-temps que nous avons considéré comme par espace de paramètres avec le trajet ou bien le trajectoire ou bien le trajet ou bien la courbe qu'on obtient par la suite. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir d'après C est égal à phi 1 phi n T appartient à L, l'image de phi, on l'a tracé. Oui, l'ensemble de gamma de T, donc comme je viens de attendre le droit de modéliser dans R2 ou R3. Oui, on va voir des exemples qui permettent de modéliser dans R2 et dans R3. Donc, ce sont des exemples qui vont venir. Alors, ce sont des exemples quand même qui sont, je reviens aux exemples donc, qui sont liés aux mathématiques purement, des exemples purement mathématiques, mais j'ai décidé quand même d'introduire les exemples par un exemple qui est réellement dans notre vie réelle, pour pouvoir faire la liaison entre tout ce que nous sommes en train d'étudier et le trajectoire. Voilà, pour avoir une modélisation de façon générale. Alors, rappelez-vous que dans notre première science, je vous ai dit que nous avons, dans la géométrie différentielle, il y a des applications qui sont directes dans la physique et dans la vie réelle, mais en particulier dans la physique, surtout la physique du point matériel, ou bien la mécanique du point matériel, là où nous avons des trajectoires et des points à étudier. Voilà, donc
Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez compris cette modélisation, mais maintenant, je vais passer à étudier quelques exemples qui sont liés aux mathématiques. Euh, donc, c'est purement mathématique, il n'y a pas de modélisation. Alors, je vais commencer par l'exemple le plus simple dans la géométrie, c'est les droites dans Rn. On va soit deux points P et Q de Rn. Il existe une unique droite D passant par P et Q. Donc, un point X appartient à Rn se trouve sur cette droite si isonomie il existe un T, un réel T, un paramètre T, alors qui permet de définir la fonction suivante. Regardez. Soit deux points P et Q, P et Q de Rn. Alors, on sait tous que entre deux points, il passe une seule droite. Il existe une, une unique droite passant par P et Q. Donc, un point X appartient à R se trouve sur cette droite si et seulement si il existe un T appartient à R tel que X moins P est égal à T qui moins P. Ça veut dire, en d'autres termes, nous avons T comme paramètre et on peut écrire la représentation paramétrique de la droite D comme suit. En utilisant T comme paramètre, on peut écrire la représentation paramétrique de la droite D comme suit. T appartient à R. À chaque T appartient à R, on fait associer X de T qui s'écrit T Q moins P fois Q moins P plus P. L'équation d'une droite.
Donc, la tracée de cette courbe est la droite suivante. Alors, la tracée de la courbe, regardez la tracée de la courbe. Je vais vous montrer quand même. Alors, le tracé de la courbe, donc, je vais utiliser le logiciel MATLAB. Comme ça, vous voyez le tracé. Alors, regardez, voilà le programme qui permet, voilà, dans le logiciel MATLAB. Je vous ai dit que vous aurez l'occasion d'étudier le logiciel avec Madame Fojusia dans votre deuxième semestre. Donc, voilà, donc je vais l'utiliser quand même pour vous montrer qu'il y a des logiciels qui permettent quand même d'avoir des figures dont on aura besoin soit dont vous aurez besoin de ça, soit dont vous exposez à venir. Donc, je vais vous demander quelques exposés qui permettent en fait d'avoir des modélisations. Et ensuite, si vous voulez continuer vos études, surtout en spécialité, en faisant la spécialité de géométrie différentielle, alors vous aurez besoin de ces logiciels. Voilà. Parmi eux, il y a MATLAB. Je vais quand même compiler ce programme. Vous voyez le tracé? Vous voyez le tracé? Madame, on voit seulement un code. Voilà, donc vous voyez, vous avez vu le code. Donc, je vais vous montrer le tracé maintenant. Regardez, vous voyez le tracé? Oui, madame. Alors, voilà le tracé. Alors, regardez, même si je fais en fait tourner le tracé dans toutes les directions, tiens, vous voyez, c'est clairement que c'est une droite. Alors, chaque point de la droite permet en fait, de positionner chaque point de la droite il est lié à un certain gamma de t, x de t dans ce cas-là. Donc, chaque t est égal, enfin, pour t égale 0, nous avons le point, le point suivant. Donc, le point x de t est égal 0. Euh, voilà, donc, à droite dans le plan, dans R2. Voilà, je reviens au cours. Alors, cette paramétrisation peut être utilisée pour paramétrer le segment fermé d'extrémité P et Q. Ça veut dire une même paramétrisation représente en fait l'objet de tracés qui sont un peu différents. Ça veut dire le tracé d'une droite et le tracé d'un segment. Voilà. Donc, cette même paramétrisation, je vais écrire ça. Cette même paramétrisation peut être utilisée pour paramétriser le segment fermé
extrémité, P, PQ. X de T est égal à T, Q moins P, plus P. Mais cette fois-ci, T varie juste entre 0 et 1. Je suis dans R carré. D'accord? Oui, madame. Je pense que je vais m'arrêter bon, à ce point-là. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre écoute.